Le marché aux fleurs coupées d'Aalsmeer, aux Pays-Bas, est le plus grand du monde, mais il n'est pas le plus ancien, contrairement à ce que croient beaucoup de Néerlandais et de touristes, y compris français. Le plus ancien, jusqu'à preuve du contraire, est le marché aux fleurs et aux oiseaux de Paris, implanté sur l'île de la Cité. Il a été rebaptisé marché aux fleurs Reine Elisabeth II à l'occasion des commémorations du 70e anniversaire du débarquement. Quant au plus étonnant, difficile de surpasser le fameux Blumenmarkt, unique marché flottant, sur des bateaux arrimés au bord du grand canal historique d'Amsterdam. Chaque tableau de ce peintre baroque espagnol est un marché de fleurs à lui tout seul. Ayant rencontré un grand succès avec ce type de composition florale, il s'en fit une spécialité, fortement rémunératrice. Mais vous allez voir que les marchés aux fleurs proprement dits firent florès dans la seconde moitié du XIXe siècle, comme on peut le vérifier avec ce Néerlandais, qui fut l'un des grands inspirateurs de Monet. Les œuvres de ce Parisien nous ramènent à la Belle Époque, durant laquelle les trottoirs de la capitale française étaient encombrés de toutes sortes de commerces. Disons de lui qu'il est un naturaliste joyeux. Ce Parisien-là méritait bien 3 toiles dans cette vidéo, tant il peut être considéré comme le maître des marchés aux fleurs de la Belle Époque. Il avait à peine 13 ans quand il a présenté sa première toile au Salon de Paris, d'ailleurs marqué par l'académisme dominant. Mais il va très vite trouver sa manière propre, faite de virtuosité technique et de l'énergique et colorée activité des rues parisiennes. Après s'être fait connaître avec des portraits de l'aristocratie polonaise, cet artiste né dans l'Empire autrichien se spécialisa dans la peinture de genre à connotation historique avant de s'installer définitivement à Paris. D'origine luxembourgeoise, cet élève de Jules Lefebvre et de Jean Béraud connut la célébrité grâce à sa dextérité dans le rendu du dynamisme ambiant qui donnait aux spectateurs le sentiment de participer à la scène. Lié au peintre danois de Skene, ce Norvégien fit le traditionnel voyage à Paris où il découvrit le naturalisme français. On peut en trouver la trace dans les thèmes abordés à son retour par ses confrères. Ne vous laissez pas prendre à la frivolité apparente de certaines œuvres de cet ami intime de Whistler et Sargent. Ici, ce sont clairement les conditions de travail des ouvrières de la fleur coupée qui intéressent le peintre. Fils d'un peintre autrichien spécialisé dans les paysages alpins, cet artiste s'est attaché à peindre le même sujet à différentes heures de la journée, en particulier les marchés aux fleurs viennois. C'est curieux chez les peintres, cette tentation du violon. Cet Anversois finira tout de même par opter pour la peinture, avec un succès très localisé et un goût un peu trop prononcé pour le pittoresque. Cette artiste américaine, passée par l'Académie Julian, se fixa à Paris durant la Première Guerre mondiale. Son naturalisme empreint de préoccupations sociales s'est concentré sur la vie des paysannes françaises. Ce peintre valencien se partagea curieusement entre scènes de genre à la frivolité assumée et sujets religieux empreints de gravité où il revendiquait son adhésion sans réserve au christianisme. Et l'on ne présente plus le phénomène Galien Laloux qui a compliqué le travail de ses biographes en signant le sien propre de tout un tas de noms différents dans le but de contourner le contrat d'exclusivité qu'il avait signé. Voilà un membre de ce temple de l'art nouveau que fut l'école de Nancy, qui a régulièrement les honneurs des dessous du visible. Il n'est pas toujours là où on l'attendrait, comme vous pouvez en juger avec cette étonnante allégorie fleurie. Et je ne laisse jamais passer une occasion de vous montrer les œuvres de Jules Bastien-Lepage. Le Meusien est un artiste unique, bien au-delà des mouvements naturalistes ou symbolistes auxquels on a voulu le réduire.